Mes amis, bien le bonsoir. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où j'étais extrêmement remonté parce que je répondais aux trolls, je répondais aux attaques de trolls qui n'arrêtaient pas de me harceler sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Donc, j'étais fâché et c'est parce que je leur répondais. Je suis désolé du ton de la vidéo qui a été perçu par certains comme étant agressif, mais c'était de la lassitude plus que de l'agressivité. Maintenant, j'ai reçu vos questions. Beaucoup de gens m'ont écrit, que ce soit sur les commentaires ou bien sur ce numéro que je donne tout le temps. Ce numéro de WhatsApp. Ils m'ont écrit plein de questions sur la franc-maçonnerie. Je vais vous y répondre le plus candidement possible. Alors, premièrement, la maçonnerie britannique et la maçonnerie dans d'autres pays, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est une œuvre caritative. Tu arrives dans un hôpital, tu vas voir que le scanner, il y a une petite plaque dessus, a été payé par la franc-maçonnerie. Tu arrives dans une école, tu vas voir que telle aile de cette école a été construite par une donation de la franc-maçonnerie. Et nous recevons régulièrement des lettres d'hôpitaux, d'orphelinats, tout ça, qui demandent de l'argent et nous leur en donnons dans la mesure de nos moyens. Donc c'est une œuvre absolument caritative. Ça, c'est le point important. Tellement caritative qu'elle est la deuxième dans ce pays, la première étant la loterie. Tu ne peux pas faire mieux que le loto. Nous sommes en deuxième position. Et c'est pas depuis hier. Donc, ça, c'est le premier point. C'est une œuvre caritative. Deuxièmement, c'est pas une œuvre qui intervient dans la politique. On n'intervient pas du tout dans la politique. On ne soutient pas un candidat par rapport à un tel autre. On n'a pas des objectifs sociétaux. Quand on est en loge, chacun, les gens, je ne connais pas l'orientation politique des gens qui sont avec moi en loge. Je sais que certains sont probablement de droite, je sais que certains sont de gauche, je sais que certains sont des écolos. J'en ai vu un une fois arriver, pas un meeting de loge, il n'aurait pas le droit, arriver avec un drapeau ukrainien, je vois de tout. Ok. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est représentatif de la société civile. À l'intérieur des bâtiments de franc-maçonnerie, il y a des journées portes ouvertes d'ailleurs pour une société secrète. Et des gens me disent c'est une société secrète. Non, c'est pas vraiment une société secrète. Elle a des sites web, elle a des pages Facebook, et elle tient même des journées portes ouvertes. Durant les journées portes ouvertes, vous ne pouvez pas visiter les loges. Il n'y a pas moyen de visiter une loge. Mais il y a des journées portes ouvertes où vous pouvez visiter les locaux, si vous voulez. Et puis poser autant de questions que vous le souhaitez. Donc, ce n'est pas vraiment une société secrète. Il y a des gens qui disent que c'est une société avec des secrets. Même pas. C'est une société privée, si vous voulez. Il y a des gens qui disent, oui, mais alors pourquoi ne permettrait pas à des gens de venir juste voir comme ça durant une loge? Contactez votre branche de BNP Paribas ou Société Générale, ou contactez votre université ou le commissariat local de votre ville et demandez-leur de venir juste comme ça voir lors d'un meeting et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. C'est tout. Toutes les associations, toutes les organisations, toutes les entreprises ne partagent pas avec le grand public leurs réunions et leurs meetings. La franc-maçonnerie n'échappe pas à cela. Mais je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose de l'intérieur. Il n'y a rien, ce que j'ai vu, sur de très très nombreuses années que je suis là-dedans, il y a un nombre important de loges que j'ai visitées, vous ne verrez jamais quelque chose que réprouve la morale ou qui est contraire à la loi. Je n'ai jamais vu cela. J'aurais vu cela, je serais parti. Donc, en un nombre incalculable de visites, et comme je vous ai dit, moi-même, je suis membre de 3 loges, je n'ai rien vu que réprouve la morale des gens en général, qui ne sont pas nécessairement francs-maçons, ou qui soient interdites par la loi. En des années de franc-maçonnerie, je n'ai jamais acheté ou vendu quelque chose à un franc-maçon. Je n'ai jamais trouvé un travail par le biais d'un franc-maçon ou demandé à un franc-maçon de me pistonner ou de me trouver un travail, ni j'ai reçu moi-même des demandes similaires de la part de francs-maçons. Les seules demandes que j'ai reçues par rapport, par exemple, aux professions, il y a un ami, un franc-maçon et néanmoins ami, qui m'a dit, il y a un pote qui a fait une formation IT, il est nouveau, il veut savoir, il ne sait pas comment affronter le monde de l'IT, toi tu es dedans, est-ce que tu voudrais bien l'appeler et puis essayer de lui donner des conseils pour les entretiens? Je l'ai appelé 2 ou 3 fois, je lui ai donné des conseils pour des entretiens, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous dire qu'il travaille dans une société IT de très grande renommée, et il est très content. Je l'ai rencontré l'autre jour par hasard, il est tombé sur moi à l'anniversaire de l'ami en question. Il m'a dit, tu te souviens, on avait parlé au téléphone, j'avais même oublié que je lui avais parlé. D'accord? Je l'ai ni pistonné, ni rien du tout. Je l'ai conseillé comme je conseille des milliers de personnes depuis très longtemps sur ce WhatsApp, des milliers de personnes que je conseille quand ils sont en recherche de travail, quand ils veulent négocier une rupture conventionnelle, quand ils sont harcelés au niveau de leur travail, je les conseille et je le fais gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais clarifier.
Néanmoins, je ne peux pas, moi, me porter garant de tous les gens qui sont francs-maçons. Effectivement, il y a des gens qui peuvent être dans la franc-maçonnerie et qui vont négocier entre eux peut-être un contrat ou un truc comme ça. Cela dit, ce n'est pas quelque chose qui est promu par la franc-maçonnerie. Je vous donne juste un exemple. Avec toutes les charrettes, les gens qui se font virer, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi on n'organiserait pas une sorte de journée où on ramènerait des recruteurs, où on ramènerait des gens qui sont à la recherche qui sont des francs-maçons, qui sont à la recherche de travail, et on pourrait organiser des contacts entre les uns et les autres. On m'a dit non, c'est pas possible parce que on serait accusé de collusion, et nous on n'encourage pas la collusion et on ne veut pas faire quelque chose de maladroit qui pourrait justifier de telles accusations. Et finalement, ils avaient raison. Ok, donc vous voyez, c'est pas. Mais néanmoins, vous pouvez pas empêcher des gens, que ce soit dans un club de golf, dans un club de tennis, dans un aéroclub ou à la franc-maçonnerie, de discuter entre eux et puis de se trouver des collusions et puis négocier des choses de tout cela. Mais en tout cas, si par exemple, je suis dans une affaire de justice, mettons que quelqu'un porte plainte contre moi, je ne vais pas aller à la franc-maçonnerie et demander si quelqu'un connaît quelqu'un qui juge et il me dit ah oui t'es franc-maçon donc je vais t'arranger le coup et tout. Ça n'arrive pas et ça n'arrivera jamais. Ça, ce n'est pas possible. Vous voyez le truc? C'est simple. J'ai dans ma loge un gars qui est flic et il nous a dit un truc. Il nous a dit s'il vous plaît, ne dites jamais devant moi que vous avez fait un truc illégal. S'il vous plaît, je suis flic et je le suis tout le temps. Donc devant moi, si vous faites un truc dans la vie de tous les jours, je sais pas moi, tu fais une connerie, même de l'excès de vitesse, ne viens pas le répéter devant moi. Voilà, je préfère ne pas l'entendre. Vous voyez, donc tu n'as pas spécialement de passe-droit. Pourquoi moi personnellement j'ai rejoint la franc-maçonnerie? Je vais vous dire pourquoi. Je suis arrivé de France dans ce pays. Je suis arrivé vers l'époque 2008. Je suis venu la queue entre les jambes. Je suis venu comme un chien battu. J'avais fait beaucoup d'études. À cette époque, j'avais peut-être bac plus 10 ou plus 11. Vous savez, j'ai cessé de compter au bout d'un moment. Juste, je sais que j'étudie, que je fais beaucoup d'examens, je fais beaucoup d'années, j'ai beaucoup de papiers. Mais franchement, j'aurais pas dû. Si vous vous rappelez quelques grandes lignes, j'ai fait l'aviation, je voulais devenir pilote de ligne à une époque. J'ai obtenu le diplôme ATPL et tout ça. Je ne pouvais pas trouver de travail en Europe. Okay, c'était pas possible. On était dans le monde post-11 septembre où les compagnies ne recrutaient pas, surtout les low-timers et tout ça, c'était pas possible. Je voulais revenir en Algérie, je voulais rentrer dans mon pays. Le problème, c'est que dans mon pays à l'époque, on recrutait que sur piston. Hein. C'est la formation, la motivation, les diplômes. On s'en fichait complètement. Hein. Si tu as le bon piston, tu as ton papa quelque part ou autre, on te prend même à partir de zéro, on t'envoie, on te forme et tout. Et puis, si tu rates et tu foires et tout, ben, on te reformera dans un autre pays, on investira sur toi jusqu'à ce qu'on te mette dans un cockpit. Par la force, s'il le faut. Autrement, si tu es juste quelqu'un du peuple, entre guillemets, tu as zéro chance. Donc, je suis arrivé ici. Enfin, continuons. Quand j'ai foiré l'aviation, c'est pas que j'ai foiré, l'aviation n'a pas voulu de moi. Je me suis dit, il va falloir que je fasse une profession libérale. Une profession libérale qui me permette d'être dans une situation différente de l'aviation. Parce que l'aviation, le problème, c'est que tu peux être recruté que par des compagnies aériennes et qu'en qualité de pilote. Ça signifie, le problème de l'aviation, c'est que c'est très étroit comme débouché. Soit tu es pilote dans un avion, soit tu es copilote ou commandant de bord, tu n'as que 2 sièges de toute façon, tu n'en as pas 50, l'un ou l'autre, dans une compagnie aérienne, ou bien tu n'es rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était très limité comme débouché. Et j'ai vu effectivement qu'une fois que les compagnies n'ont pas voulu de moi, j'ai vu que personne d'autre voulait de moi. Quand tu appelles pour un travail XY et tu dis que tu as un diplôme de pilote de ligne, les gens vont te regarder bizarrement. Ils te regardent de bas en haut, avec beaucoup de mépris d'ailleurs. Hein. Tu vas entendre des secrétaires te dire « Mais il est où votre avion ?» et tout ça. Tu vas entendre des choses comme ça. On va vraiment te casser parce que avec une formation aéronautique, soit tu as 3 ou 4 barres sur ton uniforme, soit tu les as pas. Et là, attends-toi vraiment à beaucoup de sarcasme et beaucoup de blagues des uns et des autres. Sans réaliser que ce qui est en train d'arriver, c'est un rêve d'enfance qui a été brisé, c'est des années et des années d'études qui sont parties. Moi, quand j'ai fini mes études, j'étais complètement fauché. Toutes mes affaires tenaient dans une valise et un sac à dos, parce que tout était parti dans les études. Ça ruine son nom, les études. Je fais médecine. J'arrive en France, je fais médecine. Au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de revenir trop là-dessus, on me refuse la carte de séjour d'étudiant. La carte de séjour d'étudiant, c'est quelque chose qui est distribué en France. Pratiquement, on en trouve dans des paquets de lessive. N'importe qui arrive avec 2 photos, un formulaire, un papier d'université comme quoi il est régulièrement inscrit, une carte d'étudiant, n'importe quoi, on lui donne un visa d'étudiant. J'étais le seul en France, pour une raison XY, qu'on m'a refusé. Rétrospectivement, je crois aujourd'hui, peut-être avec la sagesse, je crois que j'étais pas dans ma destinée. J'étais pas sur ma voie. Et la Providence est en train de me dire fous le camp. C'est pas ton pays, c'est pas ta vie,
c'est pas ta voie, tu n'es pas fait pour ça. Peut-être que quelque chose m'a poussé ailleurs, peut-être, je sais pas. Ce ailleurs, c'était l'Angleterre. J'arrive au Royaume-Uni, j'arrive complètement éclaté, j'arrive terminé. Des années d'études. J'avais quitté mon pays depuis un temps immémorial. J'avais passé tout ce temps à étudier. J'étais épuisé par les études. J'arrive, j'avais même pas un téléphone sur abonnement. J'avais même pas un téléphone portable sur abonnement. J'avais une carte SIM que je payais, que j'allais chez les épiceries et j'achetais une carte pour la charger. Je connaissais personne. J'avais une valise et un sac à dos. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais besoin, moi, pourquoi j'ai rejoint la franc-maçonnerie, donc je suis en train de vous dire pourquoi j'ai rejoint la franc-maçonnerie, j'avais besoin d'amis, mais peut-être plus que des amis. J'en avais ras-le-bol des urbanités, j'en avais ras-le-bol des amis qui te trahissent, j'en avais ras-le-bol des amis qui te donnent un coup de couteau dans le dos, j'en avais ras-le-bol des amis qui se retournent contre toi. Je voulais quelque chose de plus solide que l'amitié et la fraternité. Je rejoins la franc-maçonnerie pour avoir des amis, plus que des amis. Et c'est ce que j'ai eu en réalité. Il y a des gens que je connais depuis hyper longtemps, il y a des gens, j'ai marché derrière leur cercueil jusqu'à la dernière minute. Ils m'ont jamais trahi, ils sont jamais retournés contre moi. Ils m'ont toujours apporté de l'amitié. Rien de plus. Je leur demande pas d'argent, je leur demande pas du piston, je leur demande pas des passes droits, rien du tout. Juste de l'amitié, être vrai à cette amitié et être sincère. Bon, j'ai eu une fois, dans tous ces temps, je me suis pris la tête avec un. Bon, voilà, maintenant je l'évite un peu, c'est tout. Mais en général, je dirais que j'ai trouvé plus de connexion avec des humains. Et moi, je suis étranger dans ce pays. Je suis arrivé, je suis étranger. Aujourd'hui, je suis britannique. Mais à l'époque, j'étais étranger. Mes parents sont pas nés là. C'est pas mon village, c'est pas mon fief. Je connais aujourd'hui des gens de toutes sortes. Des gens qui sont actifs dans leur travail, des gens militaires, des ex-militaires, des gens riches, des gens pauvres, des retraités, des jeunes, des vieux, des gens de tout âge et toute classe sociale. Pour répondre à ceux qui me disent « Ah oui, mais c'est élitiste ». Non, c'est pas élitiste. C'est pas élitiste sur l'argent, c'est pas élitiste sur la classe sociale, c'est peut-être élitiste sur l'intellect. Ça attire des gens qui ont envie de réfléchir, ça attire des gens qui ont envie de vivre autre chose que la vie de tous les jours, ça attire des gens qui n'ont pas envie de passer toute leur soirée devant Netflix. C'est peut-être ce que ça attire comme personne. Sur ce point-là, c'est élitiste. Autrement, c'est pas élitiste sur l'argent, c'est pas élitiste sur le titre, ce n'est pas élitiste sur le grade. Voilà. Donc, autre chose que... Vous savez que une loge, je trahis aucun secret en le disant, c'est très codifié, quand c'est ouvert, c'est très codifié, il y a une manière de faire les choses. C'est comme une pièce de théâtre, comme un jeu de rôle. Je dirais c'est à peu près ça. Comprenez pièce de théâtre, jeu de rôle, grosso modo, avec chacun son rôle, chacun son intervention, chacun ses minutés. Minuté. Il n'y a rien qui se fait par hasard, il n'y a rien qui est là par hasard. Donc, ça m'a permis de gagner de la confiance. Moi, j'arrive ici, quand j'ai débarqué ici, francophone accompli, mon anglais n'était pas très bon. Je vous assure que mon premier entretien d'embauche, quelques jours après mon arrivée ici, je comprenais même pas ce que le gars disait. Je sais une chose, quand il souriait, je souriais, quand il rigolait, je rigolais, quand il tirait une tranche sérieuse, je tirais une tranche sérieuse. Juste, je mimais et je l'écoutais, j'étais plus dans l'écoute. Il a dit après que j'avais un très bon sens de l'écoute, mais en fait, c'est parce que je préférais ne pas parler du tout, idéalement. Et je comprenais pas la moitié de ce qu'il disait. Imaginez, avec moi j'aime bien être sorti de ma zone de confort, j'aime bien être mis au défi. Le défi, c'est parler en anglais, parler en public, parler devant tout le monde, parler dans des occasions formelles. Vous voyez le truc? Ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé à parler en public. Ça m'a débloqué, ça m'a permis vraiment de pouvoir... Il y a juste, quand c'était, je crois que c'est la semaine dernière, je suis dans un chapitre, je vais rentrer, je suis le numéro 2 du chapitre, et les trois qui gèrent le chapitre, vous savez, le chapitre, loge, c'est à peu près la même chose. Hein. On dit que 3 tient de la loge, 5 gère la loge, 7 la rend parfaite. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde réellement qui ont des rôles vraiment essentiels dans une loge. Donc, la plupart des gens sont juste assis, ils regardent, ou c'est des visiteurs ou autres. Les trois souverains de ce chapitre, c'est un chapitre de ce qu'on appelle l'Arche Royale. La salle est comble, pleine, et puis on est dehors, nous, et puis soudainement, j'entends le directeur de cérémonie, qui est pratiquement en réalité le chef du show, en fait, hein. C'est pas le maître, c'est plutôt le directeur de cérémonie. Le directeur de cérémonie qui arrive, qui tape avec son bâton, qui dit « Levez-vous pour recevoir les souverains ». Tu entends les gens qui se lèvent, tu sens le grandement à l'intérieur de la salle, et là, tu as ton cœur qui... C'est comme le trac avant de rentrer sur scène. Donc, et là, tu rentres, tout le monde est là, et puis tu commences la procédure d'ouverture du chapitre ou de la loge ou autre.
Et je peux te dire que pour moi, non anglophone de naissance, c'est quelque chose qui m'a sorti complètement de ma zone de confiance. Donc, voilà pourquoi moi, je rejoins la franc-maçonnerie, et chacun qui va te raconter avoir rejoint, a rejoint pour une raison différente. Par rapport à la relation avec la franc-maçonnerie française. À la franc-maçonnerie française, si j'y vais, je peux visiter la GLNF. Je peux visiter toutes les loges de la GLNF. Je ne peux pas visiter les loges du Grand Orient, par exemple. Et vice-versa. Il y a ce qu'on appelle un système de reconnaissance. La maison mère ici s'appelle l'UGLE, la Grande Loge Unie d'Angleterre. On appelle des fois la GLUA en français. Vous pouvez aller voir sur son site, tout est expliqué, détaillé, tout ça, y compris les grandes loges reconnues à l'étranger. Vous allez voir Foreign Lodges, vous allez voir les loges étrangères, France, vous allez voir la Grande Loge nationale française. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre grande loge que je peux visiter en France. Il n'y a que celle-là. Et vice-versa. Il n'y a que les francs-maçons de la GLNF qui peuvent venir nous rendre visite. Les visites, c'est hyper sérieux. Vraiment, vraiment très sérieux. C'est très codifié. Par exemple, j'ai visité une loge régulière en Irlande. J'étais en voyage en Irlande. Ils m'ont très bien accueilli, mais alors attention, ils ont contacté le secrétaire de ma loge pour vérifier que j'étais bien membre. Et ils nous ont exigé de voir mon certificat de grande loge et un certificat de l'UGLE signé par le duc de Kent. Le duc de Kent, c'est le cousin du roi d'Angleterre. Et c'est lui qui est à la tête, si vous voulez, de la franc-maçonnerie. Donc, en Angleterre, ou au Royaume-Uni, il y a vraiment une organisation extrêmement ferme, très solide, très, très bien établie de la franc-maçonnerie. Ça évite les dérives sectaires, ça évite les sorties bizarres et tout. Moi-même, je suis, comme je vous disais, je suis maître d'une loge, d'un chapitre. Si je me prends une démission sur la figure, s'il y a un membre qui écrit pour démissionner, ça arrive, je vous assure, ça arrive régulièrement que les gens démissionnent. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'y peux rien. On n'est pas une secte. Les gens ont le droit de démissionner. Alors ça arrive. Pourquoi les gens démissionnent? Je vous donne quelques démissions que j'ai vues l'année dernière. Il y en a un parce qu'il a déménagé, il est parti dans une autre ville, très loin d'ici. Il préférait joindre un chapitre ou une ville ou une loge proche de son domicile. Donc il a démissionné. Il y en a un qui a démissionné, un vieux monsieur. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, en réalité, dans la loge. Je ne l'ai jamais vu. Il a démissionné, ça fait 15 ans qu'il est malade. Il n'a pas pu se déplacer, malheureusement, pour venir en loge. Donc, au bout de 15 ans, il a commencé à régler ses affaires, je pense. Et il a décidé de démissionner de loge, dans laquelle il était membre, mais auquel il n'a jamais été depuis 15 ans. Donc, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je sais qu'il a démissionné. Je sais une fois, et ça c'est triste, je sais une fois qu'il y a un franc-maçon qui a démissionné parce qu'il ne s'est pas entendu avec un autre. Il y a une dispute entre eux, mais lui, par la suite, il est parti vers une autre loge. Et si aujourd'hui je veux démissionner de la franc-maçonnerie, je démissionne, j'envoie un email au secrétaire de la loge. Bonjour, cher secrétaire, je voulais te dire que je donne ma démission à la loge. Je souhaite du courage à tous les frères et tout, et merci pour tout. Et puis voilà. Bon, je recevrai un appel ou deux, forcément. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? T'as dit un truc bizarre? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est normal, c'est la moindre des choses. C'est tout. Même si tu démissionnes d'un club de golf, tu auras un appel. Mais si je dis non, c'est bon, j'ai tourné la page, ça m'intéresse plus la franc-maçonnerie, bon, voilà, c'est tout. Moi, j'ai un gars, un franc-maçon de ma loge, qui a démissionné une fois. Et il est toujours dans mon téléphone, je continue à le rencontrer, à le voir. Je lui écris. Quand il a démissionné, je lui dis, écoute, j'ai appris que ta démission. Voilà ce que je lui ai dit exactement. Je peux vous dire, quelque part, je dois l'avoir. Bon, je ne vais pas le trouver maintenant, mais vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je suis vraiment désolé que tu as démissionné. Je sais que les choses ne sont pas bien passées pour toi et je suis désolé. Par contre, pour moi, je voulais te dire que je t'apprécie. J'apprécie l'humain en toi. Et que je t'apprécie que tu sois un franc-maçon ou pas un franc-maçon. Je t'apprécie ça n'a rien à voir avec ton appartenance à la franc-maçonnerie. J'aimerais continuer à te parler, continuer à te voir, et il n'y a aucune différence entre hier et aujourd'hui. Et bien sûr, je continue à le voir de temps en temps, boire des verres, tout ça. Voilà, je veux dire, c'est ça la vie, c'est tout, c'est normal, il n'y a pas de contrainte dans ces choses-là. Par rapport aux gens qui viennent dans les loges, pourquoi ils viennent, chacun vient pour ses raisons. Moi, je sais que je fais partie d'un comité quand les gens viennent pour être initiés, pas pour être initiés, pour plutôt s'approchent de la franc-maçonnerie parce qu'ils aimeraient bien rejoindre. À un moment donné, il y a un entretien qui est assez, on va dire, formel. C'est pas le but, on est le plus relax possible, on les reçoit, on est autour d'une table, soit dans le centre maçonnique, soit dans un resto, un pub ou autre. Et puis on les reçoit autour d'une table, on leur demande s'ils veulent boire un truc, tout ça, puis on discute, on a une conversation pour les connaître. Je veux voir que le gars
viens nous rejoindre pour les bonnes raisons, c'est tout. Si je sens que le mec n'a pas les bonnes valeurs, je sens que le mec est louche, bizarre, tout ça, moi, quand il part, je dis non, je ne suis pas convaincu, j'ai pas envie qu'il vienne. Ça s'arrêtera là. Il viendra pas, le mec. Ça se fait à l'unanimité, ces décisions. Parce que on parle souvent de black boulet. Hein. On dit que quelqu'un dans une loge, on a voté pour lui, c'est avec des boules blanches et noires, qu'il y a eu une boule noire. Et donc, il n'a pas pu rejoindre la franc-maçonnerie. En général, ça arrive très rarement, pour ainsi dire. J'ai parlé à un franc-maçon qui est franc-maçon depuis 30 ans. Il m'a dit qu'il l'a vu une fois dans sa vie. C'est très rare que ça arrive. Pourquoi ? Parce que généralement, tout est fait en amont, on discute, on est sûr que les valeurs s'alignent, on est sûr qu'on parle aux bonnes personnes, de sorte qu'on n'en arrive pas à avoir une black ball le soir même, le jour où on doit initier la personne. Donc, non, voilà, c'est tout. Je ne sais pas quoi d'autre comme question vous avez. Vous me dites si vous avez d'autres questions. Mais voilà, c'est la franc-maçonnerie régulière ne soutient pas un candidat lors des élections. Ne dit pas il faut voter pour un tel ou pour un tel. La franc-maçonnerie régulière, on l'a dit, elle est apolitique, non ? Donc on n'a pas le droit d'intervenir sur les décisions politiques ou les influencer ou dire en loger, il va falloir voter pour un tel. Ça n'arrive pas du tout. Du tout. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être quelques années de cela, j'étais dans une loge et quelqu'un a posé une question. Je ne sais plus, c'était une question d'histoire. Celui qui lui a répondu a commencé à parler, à répondre dans le cœur de la question. Ça, c'était parfait. C'est sur le Moyen-Âge, je ne sais plus quoi. Et après, il a commencé à glisser. Glisser. Il a commencé à parler d'aujourd'hui et faire des comparaisons politiques. Là, c'était moche. Vous savez, autant j'aime bien les débats politiques et tout, et vous me voyez, je fais plein de vidéos sur la politique, autant dans une loge, si quelqu'un parle de politique, je suis un des premiers qui l'arrête. Parce que je ne vais pas là-bas pour entendre parler de politique. Je ne veux vraiment pas que ça arrive. Il a commencé à dévier, il a dit 2-3 mots, j'allais lever la main pour l'arrêter, et finalement, heureusement qu'il y a un officier provincial qui est visité, qui a soudainement interrompu. Je suis désolé de t'interrompre, mais je pense que ça dévie un peu trop dans la mauvaise direction. Tu es clairement en train de parler de politique. J'aimerais que tu recentres sur la question historique. Si tu as fini, on passe à une autre question, mais si tu veux pour parler de politique, je t'arrête tout de suite. Et je me suis dit, ok, j'allais le faire. Heureusement, quelqu'un d'autre a fait cette corvée pour moi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est interdit, la politique. Je ne sais pas ce que les gens votent. Je ne sais pas s'ils soutiennent Biden ou Trump. Je ne sais pas s'ils votent pour ou s'ils ont voté pour ou contre le Brexit. Je ne sais pas s'ils votent pour les conservateurs ou les Lib Dem ou le Labour. Je n'ai pas la moindre idée. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de cela. Je ne connais pas non plus leur religion. Je connais pas. Pour ceux dont je connais la religion, c'est parce qu'il y a des artefacts. Des fois, il y a un musulman, tu reconnais. Quand on initie quelqu'un, on lui demande sur quel livre il veut prêter serment. Le livre s'appelle le livre de la loi sacrée. Alors, pourquoi le livre de la loi sacrée ? Parce que ça englobe Bible, Torah, Coran. Si c'est un musulman qui rejoint une loge, on lui dit, en tant que livre de loi sacrée, tu veux qu'on mette un Coran ? Et puis on va mettre un Coran. Il y aura un Coran ouvert et il prêtera serment sur le Coran. Un chrétien va prêter serment sur la Bible et un juif prêtera serment sur la Torah. Je peux vous dire que dans 99% des cas, les gens prêtent serment sur la Bible. Donc on est plutôt, ça correspond à peu près à la composition, on va dire, sociale ou autre de la région, comme la majorité des gens dans la région sont chrétiens, donc forcément, ils vont prêter serment sur la Bible. Et ce n'est pas du tout des gens, c'est des pères de famille, c'est des professionnels, c'est des médecins, c'est des infirmiers, c'est des conducteurs de bus, c'est des plombiers, c'est des militaires, c'est des flics, c'est des retraités, des actifs, machin, des gens honorables. Ils viennent pas ici pour partir dans des histoires bizarres ou faire du sectaire ou faire du satanisme ouvert ou caché ou autre. C'est pas du tout le genre de la maison. Je vous garantis que c'est pas le genre de la maison. J'aurais été le premier à dégager si ça avait été le cas. Ce que je voulais dire encore, c'est que pour rentrer, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Très important. Il faut être connu honorablement dans la société. Même si on n'a pas de casier, mais on est connu de manière déshonorable, on ne rentre pas. Je sais qu'on a refusé une fois un gars parce qu'il avait été arrêté pour une histoire de délit de grande vitesse. Il est passé devant le tribunal et tout. Bon, c'est pas juste il conduisait agressivement, il s'est laissé aller. Bon, voilà. Mais je sais qu'il a été refusé par la franc-maçonnerie. On a même remonté son dossier en disant que c'était arrivé il y a de très longues années et que c'est quelqu'un d'honorable et connu honorablement dans la société et tout. On nous a dit non, pas moyen. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout, voilà. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez des questions, vous me posez.
Et puis on se voit autrement dans une prochaine vidéo. Merci.